Nous sommes en Chine en 1958. Pour donner de l'importance à sa révolution, Mao Tse-tung décide de faire ce qu'on va appeler un grand bond en avant. Il ordonne d'augmenter la production agricole et industrielle chinoise, mais cette révolution, qui devait célébrer l'abondance et la prospérité, devient une catastrophe. En effet, les sols sont détruits par les sécheresses successives. Les matériaux sont remplis de défauts, car produits trop rapidement. Bref, la révolution est un échec. Sauf que cet échec va coûter la vie de plus de 30 millions de victimes, mortes de faim à cause d'une terrible famine qui gagne le pays. Cannibalisme ou encore assassinat d'enfants jugés trop faibles, le grand bond en avant est une catastrophe pour la Chine communiste de Mao Tse-tung. Mais comment la dynastie impériale des Qing, considérée par les Occidentaux comme inoffensive, va basculer dans le communisme et devenir l'usine du monde? Voici quelques éclaircissements. Nous sommes au début du XXe siècle. La Chine est un empire qui, depuis plus de 3 siècles, est dirigé par la dynastie des Qing, issue de l'ethnie mandchoue. Mais la majorité de la population est issue de l'ethnie des Han. Cette dynastie est très mal acceptée et est considérée comme illégitime par la majorité des Chinois, ne représentant qu'à peine 20% de la population. En ces débuts du XXe siècle, la Chine est très largement paysanne. Mais les terres sur lesquelles ils travaillent appartiennent aux élites mandchoues. La plupart des paysans sont donc obligés de louer leurs terres. La Chine étant très peu industrialisée, la majorité des quelques ouvriers se trouvent à Shanghai ou sur la côte est de la Chine. Cette nouvelle économie est très dépendante des investissements des puissances étrangères. Ces mêmes puissances y voient un très grand intérêt, car la Chine possède une population très élevée et des ressources naturelles, ce qui en fait une cible de choix pour l'exportation étrangère. C'est dans ce contexte de détestation du pouvoir impérial que se forment les premiers groupes d'opposition politique qu'on appelle alors sociétés secrètes. L'un des groupes les plus importants est le Tongmengmi, dont Sun Yat-sen est l'un des membres les plus importants. Il tentera à plusieurs reprises de créer des soulèvements populaires afin de renverser le pouvoir, sans jamais y parvenir. Mais tout changera en 1911, année décisive. En 1911, un projet de construction de lignes de chemin de fer entre Chengdu et Wuhan fut nationalisé par le gouvernement, c'est-à-dire donner le chemin de fer à l'État chinois. L'objectif était ensuite de vendre les droits à des puissances étrangères pour rembourser des dettes. Cela provoque la colère dans la population chinoise, car cette population est alors très nationaliste. Elle pense qu'il faut redonner sa puissance passée à la Chine, mais aussi car une grande partie de la population avait acheté des parties du chemin de fer et qui se voit donc retirer une grande part de ses propres investissements. Cet événement est alors vécu par la population chinoise comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des manifestations éclatent alors dans la ville de Chengdu dans le cadre de ce qu'on appelle le mouvement de protection des chemins de fer. Ces manifestations furent réprimées dans le sang par le pouvoir impérial qui se sent alors humilié. En tout, ces manifestations font près de 800 morts côté manifestants. Suite à cet événement, des militaires se révoltent à Wuhan et ils finissent par prendre la ville. Ils appellent ensuite les autres provinces à se révolter. Cette nationalisation des chemins de fer est donc l'étincelle. À la fin de l'année 1911, plusieurs provinces font sécession et se séparent donc de la Chine impériale. Et le 1er janvier 1912, Sun Yat-sen proclame la première République de Chine et il devient donc président du gouvernement provisoire. Au même moment, la Mongolie déclare son indépendance et la dynastie Qing ne dirige plus que la Mandchourie et les provinces de l'Ouest. Au palais impérial, Yuan Shikai, commandant des armées impériales, sent le vent tourner et décide de rejoindre les révolutionnaires, à la condition qu'il soit nommé président de la République. Mais en mai 1915, il se proclame empereur. Mais cela ne dure pas longtemps, car dès 1916, il se fait assassiner. On entre ensuite dans la période des seigneurs de guerre. Chaque armée
crée son gouvernement dans sa région. Il n'y a plus de centralisation. Après ces troubles, deux partis politiques veulent restaurer la République, le parti nationaliste et le parti communiste. En 1924, ils font une alliance pour combattre les seigneurs de guerre. C'est les nationalistes, sous l'étiquette du Kuomintang, qui récupèrent le pouvoir avec le chef du parti, Chiang Kai-shek, comme chef suprême de la nouvelle République de Chine. Mais en 1925, ils se séparent des communistes. Et c'est ainsi qu'en 1927 que commence la guerre civile chinoise. Nationalistes et communistes se font la guerre. Mais en 1937, le Japon décide d'envahir la Chine. Alors, nationalistes et communistes décident de faire une alliance à nouveau pour combattre les Japonais. En 1945, le Japon perd et la Chine retrouve ses territoires perdus. La guerre civile reprend entre les nationalistes et les communistes. Les communistes utilisent les techniques de guérilla et battent facilement les nationalistes dans les campagnes. En octobre 1949, Mao Tse-tung fait fuir les nationalistes sur l'île de Taïwan et proclame la République populaire de Chine, qui est encore le régime en vigueur aujourd'hui en Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite. Je vais pas forcément tenir un rythme régulier de vidéo, mais en faire de temps en temps quand ça me plaît. À la prochaine!